C'est ce qui nous a amené à cet atelier un peu design thinking appliqué à la ville. On va vous expliquer un peu ce qu'on met derrière. Et pour ça, on aura le plaisir de discuter ensemble et d'écouter Anne-Catherine Hautevar, directrice de mission à la CET, Hélène Amblès, DGA Culture et Patrimoine à la ville de Poitiers et la communauté urbaine, Alexandre Muche, designer associé chez Vraiment Vraiment, qui est une agence de design, et Giuseppe Lo Monaco, directeur des opérations à la SEM Ville Renouvelée à Roubaix. Voilà, sans plus d'introduction fastidieuse, Anne-Catherine et Alexandre, je vous passe la parole pour nous parler un peu de ces concepts design thinking appliqués à la ville. Ok, très bien. Du coup, c'est toi qui passes les slides, hein, c'est ça? C'est Entendu. comme ça qu'on fait. Alors, on avait envie, dans un premier temps, et on le fera à deux voix, hein, Alexandre et moi-même, de reposer un petit peu un cadre, sans aller vers une approche un peu cours ou professorale, mais de quoi finalement on parle, parce que comme le disait Nicolas d'entrée de jeu, ce sont des approches design, design thinking, qui se multiplient effectivement aujourd'hui de plus en plus. Alors, déjà, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'on a un foisonnement en fait de termes qui se développent de plus en plus ces derniers temps. On parle tour à tour de design d'usage, de design d'expérience, de design social. Foisonnent aussi des termes comme du design participatif, de la co-construction, du design de service, du design d'offres. Donc c'est un peu le design entre guillemets à toutes les sauces, et y compris notamment du design des politiques publiques. Si tu veux Non, mais mot. effectivement, je pense que le nuage de mots montre bien qu'au fond, design est assez peu une discipline qui aurait un périmètre ou une définition qui nous permettrait de mettre des choses dedans et des choses en dehors. Design des politiques publiques, on en parlera un peu parce que je pense que ça ressemble à un assemblage de mots un peu antinomique. Mais c'est néanmoins de rappeler qu'un certain nombre de politiques publiques, malgré l'expérience kafkaïenne qu'elles peuvent de temps en temps offrir aux usagers. On a tous, vous remplissiez jusqu'à il n'y a pas longtemps encore vos impôts, et Dieu sait que c'était fastidieux, mais qu'au fond, la question de l'expérience usagée dans un certain nombre de politiques, et de politiques urbaines, parce qu'elles sont extrêmement complexes, ont dû réapprendre à intégrer l'usager et l'ergonomie. Et en ça, le design des politiques publiques souligne qu'au fond, réinjectons dans les politiques publiques de temps en temps cette question d'hospitalité ou de bienveillance vis-à-vis de l'usager. Et je pense que c'est un sujet qui va un peu traverser tout ce qu'on va dire aujourd'hui. Ok. Alors si, slide suivante, on essaie un peu de remonter le temps, en quoi ça consiste finalement ces approches-là. C'est clairement des approches qui sont basées sur de l'innovation et la manière de manager l'innovation. Alors c'est pas l'innovation en tant que telle performative, au contraire, l'innovation elle est là au service d'un projet, et on verra tout à l'heure quels sont les cas pratiques, les modalités concrètes d'usage de ces approches design, notamment dans la fabrique de la ville, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc on est vraiment sur des approches processuelles. Et l'idée, c'est de faire avec, de construire, d'imaginer et de créer avec différents types de publics, et le plus souvent de manière itérative. Alors c'est un peu des mots qu'on entend en permanence, notamment quand on fait des consultations, qu'on propose des méthodologies, mais c'est vraiment un mot qui a son importance, puisque le propre des approches design par les usages, c'est évidemment d'intégrer le feedback, le retour de différents types de publics, on en parlera tout à l'heure, et c'est là aussi qu'intervient la dimension de prototypage, de fabrication de quelque chose sur lequel on va avoir finalement du retour usager. Donc quand on parle design thinking, c'est finalement une pensée, c'est se mettre dans un état d'esprit, si je puis dire, de résolution de problèmes. Et pour cela, on a rappelé un petit verbatim qui est quand même très intéressant, qui est la parole d'un des pionniers de ces approches design, un Américain, bien entendu, qui a créé donc l'une des premières approches des premières agences de design dans les années 90, et qui disait c'est vraiment un ensemble de principes applicables par un large éventail d'acteurs pour faire de la résolution de problématiques variées. On est vraiment dans le problem solving solution, et l'idée d'aller s'appuyer sur des usages pour finalement imaginer des solutions. Alors slide suivante, en fait c'est quelque chose qui est absolument pas nouveau, et c'est assez amusant finalement de voir comment, pour faire un peu un clin d'œil à l'histoire, on pense parfois faire du neuf, alors que finalement ce sont des approches qui sont nées dans les années, je dirais à peu près 50, je parle sous ton contrôle, donc aux États-Unis, avec les
techniques, on va dire, créatives, notamment de brainstorming, et qui se sont largement ensuite déployées dans les années 80-90. Bien sûr, fortement portées par le privé, le secteur privé, les gros industriels, qui pouvaient finalement s'offrir, si je puis dire, ces approches-là de design et de création de méthodologie et de tests. Dans les années 2000, ça a complètement foisonné, ça a irrigué à la fois évidemment toujours le privé, mais également la sphère publique. Et là, on vous a mis quelques logos en fait d'offres aujourd'hui d'écoles, de formation dans les 4 coins du monde, de Tokyo en passant par Stanford, l'école des ponts à Paris, l'approche, la chaire d'innovation publique aussi, ENA, ENSKI, et on voit qu'on est vraiment dans la diffusion, on va dire, à large échelle aujourd'hui. Alors, slide suivante, finalement, de quoi on parle ? On parle, vous l'avez compris, je pense, avant tout d'une affaire de méthode. On pourrait dire que penser design, c'est aussi penser par les usages et c'est finalement créer des approches processuelles et des méthodes. Et tu vas enchaîner, je pense, mais qui ont quand même pour caractéristique, et c'est en ça que c'est très intéressant et qu'aujourd'hui, on est deux à en parler, c'est d'être pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on mobilise de la sociologie, de la psychologie, du design, des approches ethnologiques pour finalement faire avec. Et on s'appuie aussi sur les approches des sciences sociales pour finalement utiliser les meilleurs outils, les meilleurs modes de recueil et les meilleurs processus d'expérimentation pour faire avec. Alors, on va un peu continuer à parler méthode, même si je pense que partiellement, on peut un peu vous perdre sur le fait que j'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas une discipline, mais que tout de même, ça décrivait quelque chose. Il y a quand même deux choses qu'on peut retenir dans le métier de designer qui ont peut-être à faire avec la question du projet urbain et qui me paraissent un peu stables et qui traversent toutes les nomenclatures qu'on a vues juste avant. C'est la question de l'usager et au sens lui donner une place dans le projet urbain. Comment est-ce qu'on fait monter cette expertise d'usage ? Non pas comme un savoir, mais plutôt comment est-ce qu'on arrive à donner au fond la parole ou le crayon à certains moments du projet urbain là-dedans. Et ça, c'est important parce que, comme on dit, le cordonnier, il sait faire des chaussures, mais celui qui sait s'il a mal aux pieds, c'est celui qui porte les chaussures à la fin. Et au fond, comment est-ce qu'on arrive à écouter l'usager ? C'est quelque chose qu'on montrera tout à l'heure, je pense, dans tous les projets. Ça passe par une variété d'attention qu'on a, je pense, un peu perdue ou qu'on arrive plus tellement à fabriquer dans le projet urbain. Le problème du projet urbain ou le projet d'équipement public, c'est que, notamment dans les politiques publiques, c'est un peu le fer de lance en termes d'investissement, en termes de coûts de gestion, et qu'au fond, c'est des modes de projet qui sont extrêmement professionnalisés et de fait ont du mal à faire de la place aux non-experts. Quand vous expliquez qu'est-ce que c'est un document de planification, quand vous expliquez qu'est-ce que c'est qu'un programme architectural à un usager, au fond, vous fabriquez sans cesse des bulles dans lesquelles seuls les experts ont le droit de parole. Et une des grandes questions qu'on amène, c'est effectivement comment est-ce que ces petits sursauts de questions d'usage qui font qu'au fond, les quartiers, les équipements publics qu'on fabrique sont utilisés à la fin, comment est-ce qu'on leur donne une parole ? Et ça, le designer, il a une qualité là-dessus, c'est qu'il amène vraiment toute sa boîte à outils sur l'ergonomie, sur cette question de le petit irritant qui fait qu'une poignère de machine à café est un moment inconfortable, ou le bec verseur d'une théière ne fonctionne pas et où coule partout. Au fond, cette question de l'ergonomie, il arrive à la ramener sans cesse dans le projet et à faire redescendre ce qui, tentant, reste de la strate un peu réservée aux experts. L'autre aspect que le designer amène depuis un peu son histoire de métier, c'est le prototypage et un peu cette question de comment est-ce que même dans les très gros projets, on arrive à se donner un droit à l'erreur. Comment est-ce que, alors historiquement, le designer, quand il lance un moule, ça peut coûter un moule d'injection, ça peut coûter 100 000 euros, 200 000 euros. Effectivement, il n'a pas le droit de lancer une chaîne de production sur 2 ans avant d'avoir donné une sorte de droit à l'erreur. Et ça, je pense que c'est une des vraies particularités qui s'injectent peu à peu dans le projet urbain, que les architectes aussi amènent. C'est au fond cette idée que quand on a 1 million d'euros, quand on a 10 millions ou 100 millions d'euros, comment est-ce que dans une fraction du projet urbain, on se permet de tester les choses pour se donner un droit à l'erreur. Et là, je pense qu'il y a dans le projet urbain, et surtout dans le projet urbain à la française, quelque chose de très perfectionniste, de dire je vais arriver avec le plan final parfait, et c'est lui qui va vous résoudre les choses sur les 30 prochaines années. Et ça, on sait que ça ne marche pas toujours. On en connaît des quartiers qui n'ont jamais décollé, des bâtiments publics vides ou des bâtiments publics qui fonctionnent mal. Et je pense que c'est cette question-là que le designer peut aussi apporter. C'est vraiment cette question,
Comment est-ce que je maquette, je prototype les choses pour un moment fabriquer une bulle dans 1/100 de mon budget final, dans lequel j'ai un droit à l'erreur. On le montrera tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment une des particularités du métier. Du coup, si on enchaîne, Nicolas, sur la slide encore, on va dire, suivante, on va... Voilà. Sur la question, aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est la sphère publique qui s'est emparée de ces approches et de ces méthodes. Ah ouais, super, merci. Donc, en partant aussi, Alexandre l'évoquait de manière sous-jacente, la nécessité de renouveler les approches participatives. Voilà, face au constat, on va dire, de non-inclusion de certains publics qui ne verbalisent pas, qui ne participent pas au projet, ou à l'arrivée presque parfois trop tardive, finalement, dans le projet urbain. Donc, cette idée, de faire avec et d'essayer de remonter le plus en amont possible, finalement, la chaîne de production, de fabrication de la ville, donc en s'appuyant sur effectivement la maîtrise d'ouvrage et en essayant de sortir de ces méthodes extrêmement descendantes et d'être plus dans le bottom-up. Et donc, vous l'avez compris, on peut faire du design avec plein de publics différents, plein de profils, que ce soit des clients, des prospects, clients de services urbains, par exemple, pour être appliqués, des collaborateurs, des agents. On est souvent très convaincus que la richesse existe déjà. Le terreau fertile, parfois, est au sein des services, des administrations, des directions de l'urbanisme. Et la preuve en est de plus en plus de métropoles, je pense par exemple à Lamel, mais nous demandent d'intégrer finalement leurs agents aussi dans le protocole d'expérimentation, bien souvent, des administrés, des habitants, etc. Donc, slide suivante, c'est parfait, je ferai même plus court que 2 minutes. Si on l'applique très concrètement, finalement, on se rend compte, bien sûr, et vous le savez déjà, que ça marche à toutes les échelles. C'est-à-dire que ça marche à l'échelle de l'objet, puisque d'ailleurs en France, traditionnellement, quand on pense design, on pense objet, on pense esthétique. Donc ça marche à l'échelle, par exemple, du mobilier urbain. Et il y aura notamment dans l'un des exemples qui va être présenté ce cas de figure-là. Ça marche à l'échelle de la place, de l'espace public, à l'échelle de l'immeuble, à l'échelle du commerce, du rez-de-chaussée actif, dont on veut imaginer une nouvelle programmation face à des états, par exemple, de vacances. Ça marche à l'échelle du quartier, ça marche à l'échelle du cœur de ville, sur lequel on s'interroge en termes de revitalisation de cœur de ville. Ça marche évidemment à l'échelle des équipements, ça va de soi. Il y a notamment vraiment qui travaillent sur ces questions-là. Nous, l'A7, on va également accompagner dans les prochains mois une communauté d'agglos dans l'Est de la France pour imaginer un futur à un bâtiment qui va devenir, qui est actuellement désaffecté, qui va devenir un équipement culturel. Ça marche bien sûr pour des services urbains. Donc on voit que finalement, à tous les niveaux, on peut tout à fait initier ce type de démarche. Et du coup, c'est à travers les 3 exemples qu'on vous propose de passer en revue pour clairement appliquer concrètement ces approches. Merci beaucoup pour cet éclairage théorico-pratique. Alors voilà, maintenant 3 exemples très concrets qui vont vous montrer que tout ça, c'est pas du baratin, parce qu'on le fait vraiment et ça a vraiment un impact opérationnel. On va aller du nord au sud, de Bruxelles à Poitiers, en passant par Roubaix, pour voir comment est-ce que, où est-ce qu'on retrouve le cordonnier, le bec-verseur et le client de la chaussure. Alors à Bruxelles, à partir d'un projet immobilier tertiaire assez classique, avec des standards assez bien établis, on va voir comment est-ce qu'une matière qui a été installée sur place a finalement modelé un peu différemment à partir de ce qui s'est mis en place justement, un peu modeler le projet. Merci Alexandre de nous expliquer tout ça. Alors je vais aller du coup droit dans les images. Le quartier qu'on a traité dans ce projet-là, c'est le quartier nord à Bruxelles. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le petit quartier d'affaires, 2 millions de mètres carrés, un petit La Défense, et qui a été construit dans les années 80, suite à un urbanisme plutôt années 60, en dalles. L'image en bas à droite, je pense, vous résume bien un peu la vision. 2 autoroutes, Paris-Düsseldorf et Amsterdam-Londres, devaient se croiser dans ce quartier du futur. Alors, bien heureusement, le plan ne s'est pas déroulé comme c'est prévu. Mais en tout cas, on a un héritage d'un quartier qui hérite, au fond, de se passer 2 grandes tours,
d'urbanisme en dalle qui n'a, comme à beaucoup d'endroits, jamais vraiment démarré. Et du coup, on se retrouve avec cette pièce urbaine très proche du centre. Hein. On est pour ceux qui connaissent, on est à 5 minutes de la Bourse et de la Grand Place. Et au fond, la ville et un certain nombre d'opérateurs privés urbains se posent la question de quoi faire. Et là-dessus, on monte un projet avec une série d'équipes de maîtrise d'œuvre, des architectes, des urbanistes. Et du coup, ici, je ne vous présenterai pas quelque chose qui va vous aider à vous faire une idée extrêmement claire sur le design, mais qui vous montre comment est-ce qu'on travaille bien aussi avec d'autres acteurs de la chaîne. Et on travaille pour Hub for North, je pense que c'est assez important, qui est l'association qui regroupe l'ensemble des grands propriétaires et promoteurs du quartier. Alors, vous verrez, c'est une association qui petit à petit a embarqué des acteurs publics, mais qui nous pose la question, au fond, notamment de l'avenir du quartier. Et première question qu'on pose, c'est est-ce que cette hypothèse de commercialisation du bâti, à savoir une tour, un habitant, c'est des petits gratte-ciels, hein, mais c'est quand même des belles pièces de bâti, hein, c'est 26, 25 étages à chaque fois. Comment est-ce qu'on arrive à repenser la façon dont elle réinvente des formes de mixité, avec partiellement cette question d'une mixité horizontale, mais aussi d'une mixité verticale, qui est très complexe dans les tours. Et là-dessus, on dit, plutôt que d'essayer de vous faire un énième plan avec des produits finis, partons plutôt sur l'idée qu'on va tester avec l'usager. Alors là, on regroupe du coup des choses que vous connaissez partiellement, qui sont les questions de l'occupation temporaire. Mais du coup, on dispose d'une tour, le World Trade. Alors, il porte terriblement ce nom de World Trade Center 1, qui est un des 4 World Trade Center sur le quartier. Et on dit, mettons ces 30 000 m² en occupation temporaire pour tester des nouvelles formes d'appropriation et d'usage sur le quartier. Et là-dessus, je pense que là, c'est peut-être une des premières briques qui me paraît extrêmement importante en tant que designer, c'est qu'on dessine vraiment l'appel à candidature de manière à ce qu'on ait une sorte d'appel d'air qui va travailler sur tous les types d'usages de la ville. Et là, je pense que c'est vraiment important parce que ce soit les APUI ou un certain nombre de projets urbains, le problème, c'est que quand vous cherchez des acteurs qui savent signer un bail à 1 an, 2 ans, 3 ans. Et entre nous, à part Starbucks, WeWork et quelques grands acteurs qui ont la trésorerie financière pour venir dans vos bâtiments dans 3 ans, vous n'avez personne. Et du coup, là, on arrive notamment avec un appel à candidature extrêmement simple. Hein. En gros, vous cliquez sur l'étage qui vous intéresse et en moins de 5 minutes, vous avez candidaté pour occuper un espace. L'appel à candidature marche extrêmement bien. On a 80-90 candidatures en 2 semaines, alors notamment moyennant un loyer modéré. Et ce qui est assez important dans la façon dont on fait habiter les acteurs dans cette grande tour, hein, je le rappelle, 30 000 m², 26 étages, pièce architecturale assez complexe techniquement, beaucoup de flux, beaucoup de problèmes de sécurité, etc. Mais au fond, là où on fait tout de suite monter une sorte de maîtrise d'usage, comme on en parlait tout à l'heure, c'était au fond comment est-ce que les gens fabriquent cette mixité sur un plateau? Comment est-ce qu'ils se coordonnent? Comment est-ce qu'ils font des espaces communs? Et comment est-ce qu'ils densifient notamment le nombre d'espaces partagés? C'était une des hypothèses. On disait, au fond, on pense que ces grandes tours, elles peuvent être sous-divisées à condition qu'on arrive à faire des vrais endroits partagés. Et du coup, on pose à chaque étage, puisqu'on assemble du coup des étages avec un certain nombre d'acteurs. Ici, il y en avait une vingtaine sur je crois que c'est le 23e étage. Et on leur pose la question de comment est-ce que vous programmez 30% des espaces partagés. Et ici, une des réponses, alors du coup, là, on est sur un étage qui est beaucoup lié à des métiers du cinéma, du son, de la production visuelle, etc. Et tout d'un coup, ils programment un petit cinéma qui est ouvert 1 fois par semaine à leur étage. Et là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. On a un quartier qui... Alors, vraiment, il faut se dire que pour les Bruxellois, le quartier nord, c'est le pire quartier de Bruxelles. C'est le quartier le plus mort. À 17h, il n'y a plus personne. Et tout d'un coup, on voit un petit cinéma apparaître au 23e étage. Et le projet marche assez bien. Du coup, pendant 1 an et demi, on a une 40aine de structures qui vont de l'indépendant qui est seul à des associations et des petites PME qui vont accueillir jusqu'à 30-40 personnes. Et tout d'un coup, on fabrique des espaces dans lesquels on repose la question de à quel point cet héritage de grandes tours pourrait refonctionner avec des écosystèmes complètement différents. Et effectivement, pour l'instant, les grands locataires, c'était Proximus, Engie, enfin des gens qui ont les moyens de louer 30 000 m² et de signer un bail pour le temps. Et tout d'un coup, on réinvente le panel et le type d'acteurs qu'on va pouvoir voir sur ces espaces.
Là, c'est un exemple. Par exemple, une des hypothèses qui traînait depuis très longtemps dans les tiroirs de tout le monde, hein, et côté privé et côté public, c'était ça pourrait être un quartier universitaire et étudiant. Sauf que les hypothèses restaient dans les tiroirs, les documents de planification, au fond, ne faisaient pas bouger grand-chose. Et un des premiers occupants qui est venu et qui a vraiment marqué son intérêt pour rester durablement dans le quartier, du coup, c'est des espaces de révision pour étudiants qui manquent cruellement en temps de partiel et en temps de concours. Et ça marche super bien. On se rend compte que le niveau d'équipement, d'ailleurs, est extrêmement faible. Vous voyez des multiprises. Alors, il y en a assez bon Wi-Fi parce qu'il y a une demande en bande passante assez intéressante. Une ambiance de calme qui s'installe toute seule. C'est assez marrant. C'est des lieux qui s'autorégulent alors que vous voyez, il n'y a plus de plafond acoustique. On aurait pu avoir des problèmes. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on fait avancer sur le projet architectural, notamment, c'est qu'on arrive à prouver, en sachant que c'était une opération sur laquelle une des hypothèses fortes, c'était une démolition-reconstruction, dont on connaît le problème de bilan carbone à la fin, mais c'était notamment le fait que les étages et les plateaux n'étaient pas dans un standing ou dans une hauteur sous plafond qui correspondait à la demande actuelle, soi-disant. Et là, qu'est-ce qu'on prouve par là? On dit non, en fait, effectivement, c'est un peu bas sous plafond dans les hauteurs, mais au fond, il y a des acteurs, il y a des façons d'aménager l'espace qui permettent de se réapproprier néanmoins cette hauteur sous plafond. Et je pense que le projet a avancé, au fond, sur plein d'espaces, y compris, alors je viens de vous le dire, l'intérieur, mais la question de l'urbanisme en dalle, qui est très dure. Comment est-ce que vous réactivez une dalle? Il n'y a personne qui passe naturellement là. Et du coup, là, on travaille sur la question d'une programmation de potager urbain qui avait pour particularité de émettre, entre guillemets, partiellement les écosystèmes créatifs qu'on accueillait, qui sont très à l'aise avec l'idée d'aller faire pousser des carottes le jeudi après-midi, avec aussi tous les acteurs et les employés des quartiers existants, y compris les gens du ministère de la Mobilité, y compris les gens qui, au fond, n'étaient pas dans un rapport à l'espace de travail qui pouvait être aussi léger que celui-là. Et une des dernières hypothèses qu'on allait un peu travailler, c'est au fond comment est-ce que ce grand urbanisme, avec des avenues qui vont faire 40, je crois qu'il y a même un 50 mètres de large à quelques endroits, du coup qui ont un gros problème d'activation de l'espace public, comment est-ce qu'on arrive à regrignoter l'espace public depuis les façades? Et là-dessus, ça c'est du coup un des autres espaces temporaires, c'est un café qui est devenu un café de réparation vélo, et sur lequel on a posé la question de qu'est-ce qui se passe si on bloque la rue pendant une journée? Qu'est-ce qui se passe si on arrive à se réapproprier ces volumes d'espace public? Comment est-ce que les effets terrasse opèrent? Et au fond, ça a prouvé qu'assez rapidement, avec pas grand-chose, on arrive effectivement à prouver certaines hypothèses de partage de l'espace public. Alors, je vais faire vite parce que je pense que le temps avance, mais peut-être deux choses importantes. Un, c'est la densité de programmation événementielle. Ce qui a été vraiment important pour nous, c'était de refaire apparaître sur la carte des Bruxellois un lieu comme une destination. Et ça ne l'était pas il y a 2 ans, et puis ça l'est devenu avec le projet. Et ensuite, de réussir à tenir un certain nombre de guidelines ou de sujets forts qui vont conduire toute l'expérimentation. Je vais terminer vraiment sur qu'est-ce que ça a changé concrètement au quartier. Et là du coup, je fais référence au projet des architectes 51 et de 4 heures avec qui on travaille, avec lequel d'ailleurs on habite entre guillemets le quartier, puisqu'on a tous installé nos agences dans le quartier pendant ce temps-là, et on y est toujours d'ailleurs, on a déménagé, on n'est plus dans la même tour mais dans une autre. Et au fond, qu'est-ce que ça a permis? C'est du coup le projet ZIN qui est en train de se construire, sur lequel on a réussi à vraiment travailler cette question d'une mixité verticale, qui était vraiment un parti pris pas évident du tout. Là, vous le voyez notamment sur une mixité en zèbre, qui au début faisait vraiment peur à tout le monde sur cette question de comment est-ce que les flux se gèrent, mais sur lequel on a dit qu'il y avait des vrais potentiels sur l'usage et aussi sur l'écologie, sur comment est-ce qu'on utilise la ressource énergétique sur le bâtiment d'un étage à l'autre, avec notamment cette histoire de hauteur dont je vous parlais, de dire au fond, la hauteur sous plafond qu'on avait, on pouvait s'y accommoder. Et ça a été une des propositions fortes de 51-4 heures, c'était de proposer une barre qui joignait les deux et qui proposait une double hauteur. Ça veut dire qu'on compensait d'une certaine manière le léger manque de hauteur sous plafond sur certains étages par tout d'un coup des espaces capables, beaucoup plus puissants, des espaces partagés aussi, ce qui était très particulier, du coup, qui pose la question de comment est-ce que l'habitant de la tour 1 rencontre l'habitant de la tour 2. Et que ça a amené quelque chose de vraiment intéressant sur l'usage, parce que, en fait, c'est le genre de prise de risque qu'on n'ose pas prendre si on ne fait pas le test avant.
C'est le genre de choses, on les voit, la mixité verticale, oui, on le voit dans tous nos programmes d'équipement, tout le monde le dit. Et puis à la fin du projet, elle est plus là. Parce qu'au fond, il y a des prises de risques sur lesquelles on a tellement peu d'indicateurs de réussite qu'effectivement, c'est des hypothèses qu'on met de côté. Et du coup, je terminerai là-dessus parce que je pense que ça a évidemment un impact sur l'usage, mais ça a aussi beaucoup d'impact, effectivement, sur la question écologique et du réemploi. En disant, au fond, votre structure spatiale architecturale fonctionne bien, vous dites aussi que, d'une certaine manière, vous arrivez à bien comprendre ce qu'il faut garder et ce qu'il ne faut pas jeter. Du coup, là, vous voyez le plan matériaux et tout ce qui a été récupéré dans la seconde tour. Alors, quand on vous dit que c'est pas du baratin, vous voyez un peu à quoi ça a servi et qu'est-ce que ça a modifié concrètement, mais même assez massivement dans le projet. Ce dont on peut s'interroger quand même quand on voit tout ça, parce qu'il y a quelques acteurs immobiliers dans la salle, est-ce que les gens qui étaient à la manœuvre sur ce projet-là s'attendaient à être bousculés à ce point-là? Parce que quand même le projet, au bout du compte, est assez loin des intentions de départ du collectif alternatif d'investisseurs immobiliers. Je pense qu'ils ont été bousculés au-delà de ce qu'ils attendaient, mais il y a eu une forme de... la question de dire testons les choses, fabriquons une bulle temporelle et financière dans laquelle on se donne les moyens de tester. Alors, une bulle, je pense que c'est moins d'1% du budget final de la tour. Rappelons, c'est un bâti de 110 000 m² qui sort à la fin. Mais néanmoins, il y a eu une confiance extrêmement forte et surtout le fait d'embarquer toutes les équipes de l'investisseur dès le début sur le projet. Après, je pense que ça a soulevé effectivement des hypothèses qui étaient vraiment inattendues dès le début, dont celle de le fait de garder les noyaux et une grande partie du bâtiment pour la construction. Alors, qu'est-ce qui fait que... Parce que bon, j'entends bien, on arrive à une intelligence in fine immobilière qui est... bon. Mais au départ, on va rencontrer plein de gens qui vont nous dire non mais c'est gentil, mais le temps et l'argent que ça va me prendre, non, j'ai pas le temps et j'ai pas l'argent à consacrer à ça. Donc qu'est-ce qui fait que là, pour le coup, si ça a cranté, ils ont franchi le cap. Et qu'est-ce qui fait que est-ce que c'est réplicable? Est-ce que eux-mêmes, les acteurs là qu'on a en présence, vont répliquer l'expérience? Qu'est-ce que ça change chez eux, quoi? Alors, je pense qu'il est un peu trop tôt pour dire. Du coup, l'acteur qui porte cette tour, c'est Befimo. Est-ce qu'ils vont le répliquer? Moi, je pense qu'ils sont convaincus, mais voyons le temps et voyons les autres projets sortir. Par contre, là où ça a changé les façons de faire, c'est que du coup, nous, on a déplacé nos bureaux et on déplace cette logique d'expérimentation ailleurs, puisque maintenant, on est dans le CCN, qui est le gros bâtiment qui est collé sur la gare du Nord, avec exactement les mêmes sujets qui émergent que la gare du Nord à Paris, de quelle programmation on retrouve dans ces espaces-là. Et du coup, on réamorce, avec et des acteurs publics et des acteurs privés, cette discussion de réinventons la gare par les usages, habitons le lieu, et voyons comment est-ce que cet espace peut émerger d'une telle logique. En tout cas, d'une certaine manière, je ne sais pas si ça répond, mais ça a essaimé sur d'autres acteurs qui ont un vrai appétit là-dessus. Merci beaucoup. Donc, le temps passe. On a peut-être juste le temps d'une ou deux questions, si jamais, mais sans forcer. Mais si vous avez très très envie, allez-y. Et non. Et puis sinon, nous descendons un peu au sud, dans le versant nord-est de la métropole européenne de Lille, avec donc Giuseppe Lo Monaco. Tu es directeur des opérations à la SEM Ville Renouvelée, SEM du réseau 7. Et tu vas nous parler un peu de deux expériences. Une expérience d'implication collective des gens qui sont là, dans un quartier de maisons qui date du début du XXe siècle, des années 10, des années 30, je ne sais plus exactement, des années 10 et 30. Et puis, au-delà, dans un secteur où, tout d'un coup, on fait un peu tabula rasa quand même, sur la rénovation urbaine qui est assez massive dans ces endroits-là, qui donc forcément s'inscrit dans un temps très long. Comment est-ce que dans ce temps long, on inscrit du temps court ? Oui, c'était un peu notre thème depuis plus de 10 ans maintenant sur l'Union. Donc on est concessionnaire pour le compte de la métropole européenne de Lille de l'aménagement du site de l'Union. Et effectivement, il y a deux cas très différents et dans le temps très différents. Le premier, effectivement, ce sont les maisons Stephenson. Donc on était tout au début finalement de cette concession d'aménagement. Et donc on était un peu parti, la bille en tête, après quelques concertations avec les habitants, déjà en amont, avec un travail associatif, avec les anciens ouvriers du site, avec pas mal de riverains.
Et puis, quand même, une association qui s'est mobilisée sur un îlot, un petit îlot, finalement, presque à la périphérie de la ZAC, qui regroupait 53 logements. Et là, on a eu un mouvement spontané qui s'est très vite mis en association, Rase pas mon quartier, qui a sollicité finalement les élus pour leur dire attention, nous on souhaite rester dans nos logements, même si une partie, c'est 30 logements en fait sur les 53 qui sont restés habités, les autres étaient partis spontanément. Donc interpeller les élus pour leur demander de garder ces logements et d'imaginer leur intégration dans le nouveau projet urbain. Donc là, l'idée, c'était un peu de nous faire aider. Donc on a fait appel à Patrick Bouchin, avec qui on avait déjà travaillé à l'époque sur la caudition publique, dont on connaissait son anticonformisme et sa capacité finalement à introduire du débat dans les projets urbains. Et on lui a demandé de travailler sur la volonté de réinventer la responsabilité collective sur la construction des logements. Pour ce faire, effectivement, on a travaillé sans le savoir à l'époque, on appelait pas ça finalement le design, mais on a d'abord appris à se connaître. On a défini un cadre propice à l'échange et à la parole libre dans un lieu qu'on appelait l'atelier électrique, dont on voit les images à l'écran. Et puis, on a coproduit une maquette qui reprenait l'ensemble de l'îlot, qui était un peu le prototype finalement, qui permettait très rapidement de travailler avec les habitants, avec les futurs propriétaires, parce que là où on a amené une petite innovation, c'est que finalement cette rénovation de logement, elle a été faite non pas avec les personnes en place, mais avec les futurs propriétaires de ces logements. Et donc effectivement, il y a eu ce travail sur la maquette pour montrer très rapidement comment pouvaient évoluer ces différents logements, qui était suivi également d'une série de conférences, d'une série de discussions animées par Bouchin sur des thèmes comme la précarité énergétique, l'économie circulaire, qui permettaient d'avoir une culture commune et qui a facilité finalement la discussion entre l'ASEM et l'association pour arriver à un projet qui voulait être assez remarquable dans sa manière de faire et qui correspondait finalement aux usages futurs des habitants. C'est toujours notre préoccupation de départ. L'idée, c'était... Alors pourquoi on rasait les logements? Parce que c'était des logements qui étaient peut-être plus adaptés aux nouvelles façons de vivre, d'occuper son logement, et qu'il fallait effectivement le réinvestir et trouver finalement cette nouvelle manière d'habiter à l'intérieur même d'un projet qui se voulait innovant et labellisé écoquartier. Donc ça, c'était la première expérience finalement qu'on a eue sur ces projets. On a une expérience plus récente, donc voilà encore quelques images, puisqu'on a travaillé à la fois sur les façades, à la fois sur les rez-de-chaussée, à la fois sur les étages, en travaillant soit sur les étages en surélévation ou l'installation de chiens assis qui permettait finalement de faire entrer pas mal de lumière sur ces logements. La deuxième, elle est plus récente, et là on rentre dans l'enjeu de la gestion transitoire, qui est finalement de faire contribuer, faire évoluer l'espace et son usage d'une fonction révolue à une autre. Donc cette gestion transitoire, elle oscille entre une approche assez conventionnelle finalement d'entretien, de mise en sécurité du site, et puis une approche plus empirique, plus expérimentale, qui vise à introduire des activités pour rompre avec la notion de friche industrielle et sentiment d'abandon qui anime un petit peu ces grands espaces. Donc classiquement, on a toujours, enfin vous le savez bien, à la disposition une gamme restreinte quand même de mobilier qui répondent à ces différentes fonctions. On a les fameux rochers et les GBA, les puisards pour empêcher le stationnement, on a les mâts provisoires pour éclairer temporairement les voiries. Et même si c'est un type d'équipement qui est adapté en phase travaux, il est beaucoup moins lorsque le site accueille les premières entreprises et les premiers logements sur le site. Et donc notre volonté, c'était là de lancer un appel à projet. Pour repenser un petit peu cette façon de travailler cet espace transitoire, cette gestion transitoire. Et on a profité finalement de la candidature de Lille Métropole comme capitale mondiale du design en 2020 pour lancer un appel à projet auprès de designers en début 2018. Donc l'idée, c'était finalement d'avoir un mobilier sur lequel on puisse, un mobilier urbain, intelligent, modulable, qui pouvait être utilisé facilement sur différentes friches en cours ou en réaménagement.
Donc c'est un mobilier qui est aujourd'hui testé donc, sur le site de l'Union, avec l'idée derrière de mutualiser ce mobilier en fonction des événements, des travaux et des actions qui seront associées sur différents projets. Alors, il se trouve que, comme par hasard, qui a gagné l'appel à projet de la conception du mobilier ? Comme par hasard, c'est vraiment qui a gagné l'appel à projet MobMob. On trouvait que ça faisait bien, puisque Mobilier Mobile, le nom de code de l'appel à projet, c'était MobMob. Qui a gagné cet appel à projet avec un cahier des charges où on voulait finalement un mobilier mobilable, facilement mobile, obligatoirement combinable et déclinable en cas de fonction. Donc on l'a vu, c'était la sécurisation, également décorer, récolter, se réunir pour s'asseoir, faire une pause, se rassembler, écouter, prendre la parole également, et puis mutualiser des services et des fonctions aussi différents que c'est éclairer, signaler, informer, enfin là, pas mal de choses. Donc effectivement, on a lancé un appel à projet décembre 2017 et vraiment à remporter après 3 phases, une phase de présélection, une phase d'esquisse, une phase prototype également. On a financé la construction d'un prototype pour les 3 dernières équipes finalistes. Et le choix au mois de juin, avant l'été 2018, de vraiment. Donc aujourd'hui, on a installé ce matériel un peu partout. Donc voilà peut-être tu peux expliquer un peu ta démarche sur le projet. Quelques mots, du coup, là vous apercevez un peu l'autre spectre, et peut-être le spectre le plus attendu, mais néanmoins très innovant du design. C'est qu'au fond, ce qui est posé comme question, c'est que les espaces publics sur ces temps longs transitoires du projet urbain, ils se réajustent sans cesse au fur et à mesure des opérations qui sortent de sol. Les places se font au gré des architectures qui vont border les façades, etc. Et qu'au fond, le problème qu'on pose à ces espaces publics pour les activer, pour les rendre vivants, c'est qu'ils vont devoir changer 10 fois en attendant la version définitive de 2030. Et du coup, le cahier des charges, au-delà de considérations classiques d'ergonomie, est-ce que la chaise me fait mal au dos ou pas, c'était cette question de l'ergonomie pour SEM Ville Renouvelée et les équipes qui gèrent au quotidien ce mobilier. Et là-dessus, le parti pris, ça a été de faire quelque chose de très modulaire, mais alors, vraiment modulaire, et du coup, on est vraiment passé par les phases prototypes pour voir en combien de temps on arrivait à réassembler un banc, une table. Et l'autre parti pris, c'était vraiment cette question de la convivialité. Au fond, de dire... Peut-être que l'attente sur la question du design et du mobilier urbain, elle n'est pas tant sur est-ce que ça va être rouge Ferrari, est-ce que ça va être un grand geste artistique en forme de nuage ou autre, mais plutôt de est-ce qu'on peut manger à 10 sur une table de pique-nique ? Est-ce qu'on peut s'asseoir avec toute sa famille à un moment parce qu'il y a un rayon de soleil qui éclaire une place ? Et au fond, le parti pris, ça a été celle de faire des très grands ensembles et du coup de signer un peu des espaces publics par des sortes d'intensité sociale. Et du coup, le kit que vous voyez là, en version simple, l'idée, c'est que sans cesse, vous pouvez fabriquer des grandes chaînes de mobilier qui vous permettent de faire un anniversaire le samedi avec vos cousins et vos 30 cousins, parce qu'ils sont nombreux. Mais du coup, de vraiment dans un rapport où on arrête un peu l'essaimage de petits bancs un peu à droite, à gauche, et on va plutôt sur des choses intenses et fortes socialement. Donc effectivement, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de ludique qui facilite aussi la relation entre le technicien et puis l'usager. C'est bien qu'il y ait cette interface un petit peu où on puisse se comprendre et puis où on puisse, nous, expérimenter. On le fait vraiment sous forme de jeu. Donc il y a déjà des premières approches. Vous voyez aussi sur la maquette, il y avait... on peut aussi s'amuser avec des petits éléments en balsa à travailler sur la maquette directement. Et puis imaginer des formes possibles et donc d'avoir cet élément de relation avec l'usager des lieux. Donc on est en phase test aujourd'hui, on le teste sur 3 endroits différents, sur l'Union, sur le cluster Pleine Image qui travaille sur les entreprises numériques, donc avec une population assez jeune qui travaille sur le site. Également en face d'entreprise un peu plus classique sur l'Union, et puis sur le site de la Tossé, qui est là un site qui est proche des habitations. Et aujourd'hui, donc on teste le projet, on regarde si effectivement il est dégradé, s'il résiste à la dégradation, de quelle manière utiliser. Est-ce que c'est plus les bancs qui sont utilisés? Est-ce que c'est plus l'aspect comptoir? Est-ce que effectivement les bacs de plantation ou d'ornement sont utilisés?
Le but du jeu étant, par la suite, et d'ici, on va dire le printemps prochain, de tirer le bilan un petit peu de ces implantations. C'est ça qui est intéressant dans la démarche effectivement de design Voilà. thinking, c'est comment est-ce qu'on tire le fruit de cette période de test un peu, parce qu'on est sur une échelle assez maîtrisable, assez voilà qu'on a dans les mains quoi, de design. Voilà, comment ça change la suite quoi. Quelle évolution ça va marquer Donc on est sur sa phase d'observation finalement. L'idée aujourd'hui, c'est de voir comment l'utiliser, c'est de faire remonter un petit peu les demandes. Et pourquoi pas, d'ici le printemps, essayer de pérenniser, enfin de retirer du matériel déjà présent et de le pérenniser parce qu'utilisé. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, par exemple, sur Pleine Image, on a des jeunes entrepreneurs qui souhaitent cultiver, qui déjà occupent ces espaces. Et donc là, on va finalement retirer le mobilier mobile pour pérenniser, mettre du vrai mobilier là, qui pérennisera à terme cet état de fait sur le site. les fameuses remontées, donc ce qui est un des ingrédients au cœur de la démarche de design, comment est-ce qu'on les récolte ? Alors, elles sont déjà, on a une personne qui quasiment à plein temps sur tous ces objets, sur tous ces aspects, qui s'appelle Yves Lepers, qui est notre responsable concertation à la Sainte-Ville renouvelée, et qui suit, qui va observer, qui va se balader entre midi et 2, qui également organise aussi des événements. On va rencontrer ensuite les usagers, on va rencontrer les entreprises et on fait... on a des séances de discussion justement sur des lieux toujours définis, pourquoi pas ces lieux aujourd'hui transitoires, pour tirer le bilan tout simplement. Donc c'est une démarche assez... c'est très marquant d'entendre ça, c'est assez différent de la participation des habitants classiques qu'on connaît tous, où on est finalement dans une approche plutôt descendante que montante. On est vraiment sur le terrain, à prendre la température, à parler avec les gens in situ, in vivo, voilà, c'est un des paramètres. Et alors, un des paramètres donc, de la démarche. Et maintenant, et après, à la SEM, est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce qu'il y a une diffusion ? Est-ce qu'on se dit, tiens, cette manière de faire quand même, in fine, ça nous fait gagner du temps et de l'argent ? Enfin, je ne sais pas. Je sais, du temps, oui. Peut-être trop tôt pour le dire, mais voilà, qu'est-ce que ça change en interne quoi ? Ce que ça change, c'est qu'effectivement, souvent, on se retrouve entre... généralement, ce n'est pas le cas sur MobMob, mais sur l'îlot de Stephenson, on a une interpellation des citoyens vers le politique et on demande aux techniciens de régler la situation. Donc on intervient généralement dans l'urgence et on n'est pas souvent à l'aise finalement dans ces discussions avec les citoyens parce que soit on n'est pas très formé, soit on a un langage trop technique et donc on n'a pas cette facilité à pouvoir co-construire finalement ce projet. Donc si on se fait bien accompagner, comme c'était le cas aujourd'hui avec Vraiment, ou hier avec Patrick Bouchin, c'est un peu plus simple. Mais néanmoins, d'avoir finalement cette démarche design, d'avoir in fine le prototype qui permet de tester, nous simplifie largement la vie, quoi, et simplifie finalement la relation qui permet de co-construire plus simplement et plus sereinement quand même toute cette démarche de concertation avec le futur usager ou l'habitant. On ne s'adresse pas seulement à l'habitant actuel. Voilà, ça aussi, c'est ce qui est bien, c'est qu'on s'adresse également au futur usager, celui qui demain va occuper également ces lieux. Merci beaucoup pour cet exemple. Pareil, alors si vous regrettez d'avoir raté le créneau question pour Bruxelles, vous pouvez recycler la question sur Roubaix. Une ou deux questions, allez-y. Alors il y a des micros qui sont aux extrémités de la salle, je ne sais pas s'il y a des gens qui... Allez-y. Le loyer modéré, la philosophie un peu qui n'est pas évidente une fois qu'on l'a nommé, c'est l'idée d'une opération blanche sur le plan financier, ce qui veut dire que les loyers payent et les charges et des investissements, en sachant que toute la stratégie sur ce type d'aménagement, c'est évidemment une frugalité. Quand vous aménagez un plateau de 1500 m², puis quand vous en aménagez 15, vous ne refaites pas toutes les toilettes, vous ne faites pas des cuisines neuves. Et du coup, il y avait, et ça a été la présence, le fait qu'on soit sur place, les 51 qui a répondu, mais l'idée que les loyers permettaient et de prendre en charge les charges et d'assumer des petits investissements, mais un peu plus sous une philosophie d'acupuncture. Ça veut dire, vous l'avez peut-être vu sur le plateau où il y a les étudiants, on a juste mis des très bonnes bornes Wi-Fi
Et il s'est avéré que ça a été infiniment suffisant pour tester cet usage-là. Mais du coup, le loyer, qui a été 35 € du mètre carré an, a permis de couvrir un peu les charges. Après, dans des bâtiments complexes comme ça, c'est difficile parce que les charges elles sont difficiles à anticiper. C'est le type de tour sur lequel, quand on allume le chauffage, on l'allume pour 25 000 m². Du coup, ça demande de faire un peu des stratégies à plusieurs bandes pour voir quels vont être les vrais coûts et quels ne vont pas être les coûts. Mais ça a été ça la philosophie, opération blanche. Merci beaucoup. Dernière séquence. On descend encore un peu au sud. On arrive à Poitiers. Zapette est là. Pour écouter Hélène Amblès nous parler de cette expérience de transformation du Palais des Ducs d'Aquitaine et de ce que ça a changé en ville. Alors là, on a un exemple un peu différent. À Roubaix, on avait un projet qui s'est un peu fait rattraper et par une volonté montante des habitants. Là, au contraire, on a au départ une volonté politique assez forte de travailler le contenu avant de retravailler le contenant, la ville, le palais, etc. De mettre... d'abord de l'humain avant de mettre de l'urbain, si je puis dire. Au bout du compte, on fait les deux, hein, mais de travailler le sujet de cette façon-là. Voilà, racontez-nous. Alors, merci, bonjour à tous. Effectivement, ce projet du quartier du Palais, son point de départ, c'est il y a quelques années la décision de créer une nouvelle cité judiciaire qui libère du coup cet édifice dont vous voyez la façade. Et cet édifice, il est... incroyable en France, c'est un édifice patrimonial majeur, c'est un joyau de l'architecture civile médiévale, c'était la cour d'Aliénor d'Aquitaine, cette salle des pas perdus qui fait plus de 900 m², mais c'est un édifice qui est complètement méconnu, notamment du fait de ses fonctions depuis le XIIe siècle, fonctions de pouvoir puis de lieu de justice, et qui n'est pas accessible au public depuis cette période-là, notamment du fait de ses fonctions. Et pour la ville, ça a été une opportunité unique, alors même qu'elle n'était pas propriétaire de cet édifice. Ce sera le cas dans quelques semaines. Mais elle a décidé de lancer une réflexion. Ça fait maintenant 4 ans, parce que le départ donc, des services de la justice libère 6 000 m² en plein cœur de la ville et ces 2 éléments patrimoniaux qui obligeaient, entre guillemets, il n'y avait pas le choix pour la ville que de se demander ce qu'elle allait faire demain de ce palais. C'est un projet assez particulier qui se résume avec cette diapositive, puisque 3 composantes sont imbriquées et sont vraiment interdépendantes les unes des autres. La première, c'est ce palais des Ducs d'Aquitaine. C'est comment mieux le révéler dans la ville, puisque la ville s'est construite quasiment sur lui et aujourd'hui, il n'est pas du tout lisible, mais surtout comment le réinventer avec des nouveaux usages qui en feraient un lieu pluriel, notamment mixant des fonctions culturelles, patrimoniales, économiques avec le grand public. C'est adossé très vite à la réflexion un projet urbain pour, en partant du palais, améliorer les parcours dans la ville et dans ce qui fait le cœur patrimonial de Poitiers, qui est une ville à l'histoire très très importante. Et puis une 3e composante qui est écrite depuis le début, c'est celle d'un événement. Ce projet va s'étirer dans un temps assez long, on l'estime à au moins 10 ans, et donc on a pensé très important d'avoir cet événement qui reviendrait tous les 2 ans, qui est d'ailleurs le premier élément visible de ce projet, puisqu'il a lieu en ce moment, cet événement, et qui viendrait déjà attirer les projecteurs sur la ville, mais surtout mettre en mouvement l'ensemble du projet au cours de ces différentes phases. Alors voilà un peu l'emprise de ce palais, ces 6 000 m² qui sont au cœur de la ville et que l'on voudrait donc à terme rendre plus visibles en enlevant des parties bâtimentaires qui n'ont pas de qualité patrimoniale pour vraiment permettre au public de mieux le découvrir et qu'il soit au cœur de la ville. Là, vous voyez le cœur historique et patrimonial de Poitiers et le palais en est vraiment au centre et de retravailler les parcours urbains pour vraiment faire une traversée de la ville, de la gare jusqu'aux différents édifices pour que la ville soit plus facile à vivre pour ses habitants mais aussi pour tous les visiteurs qu'on espère nombreux à venir demain sur notre territoire. Nous avons fait ensuite, sur cette question de la réinvention du palais, un gros travail sur les usages futurs du palais. On a eu une grosse étude de programmation qui nous a permis d'arrêter 10, 15 fonctions et usages que l'on pourrait trouver demain dans ce palais, avec, je le disais tout à l'heure, une prédominance déjà d'une dimension patrimoniale pour que ce lieu soit visité et connu par les publics d'ici ou d'ailleurs, de grosses fonctions culturelles, puisque Poitiers est une ville avec un très fort engagement culturel, mais aussi d'autres activités, notamment économiques,
le palais demain pourrait être comme la porte d'entrée du territoire, une vitrine des richesses et aussi des richesses universitaires, puisque à Poitiers, on a plus de 28 000 étudiants sur 90 000 habitants, donc c'est une des villes qui a la plus grosse densité d'étudiants par rapport à la population. Et on voudrait que ce lieu demain fasse coexister des activités publiques et privées et des activités de création au sens très large, que ce soit de la création économique, de la création culturelle, et qu'il y ait ce contact et cette rencontre avec le grand public. Donc de tous ces usages-là, qui ont d'abord été mis, je dirais, en débat avec la population par une enquête auprès des publics qui a été menée par la CED dans une première phase, donc auprès de plus de 1000 personnes, une technique sondagière assez classique. Nous, durant toute l'année 2018, on est allé à la rencontre des habitants et des citoyens. On a monté une petite exposition itinérante et au cours de plus de 16 étapes, on a rencontré plus de 3000 personnes. Donc, dans la ville de Poitiers, on est allé dans les quartiers, on est allé dans le hall de l'hôpital, on est allé dans les centres commerciaux, mais aussi dans le territoire de Grand Poitiers, pour demander aux gens tous les usages qu'on a imaginés pour le palais demain, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous auriez envie d'aller voir une exposition au palais, d'aller dîner au palais, d'aller dormir au palais? Vraiment pour qu'on soit dans cette idée d'aller-retour entre ce que nous avions imaginé, ce que le sondage avait confirmé sur ses premières pistes d'usage. Mais là, on voulait vraiment un contact avec le terrain. Et donc, on a fait participer les habitants, vous le voyez, avec des petites techniques, des gommettes. C'est ça qui est intéressant, c'est on a fait participer les habitants. Pour autant, qu'est-ce qui est différent de cette fameuse participation des habitants? En quoi cette démarche design est vraiment marquante là? Bon, on a bien entendu, c'est même plus que du grand débat. C'est qu'on va à la rencontre des gens là où ils sont, là où ils se déplacent. Mais en quoi est-ce que finalement, dans cette démarche-là, qu'est-ce qu'on en retient par rapport à cette démarche design? Alors, on en retient qui confirment les premiers usages qu'on a envisagés. Il y a des axes forts qui ressortent sur vous ne privatisez pas le palais, on veut que ce soit un lieu pour le public. Et puis surtout, toute cette matière, en fait, elle va nourrir. Donc, on a fait cette petite restitution sous forme de dessin qui montre que le public, voilà, avec des petits baromètres très très simples, veut faire du patrimoine avec des outils numériques, veut qu'il y ait du débat d'idées, veut qu'il y ait des expositions. L'hébergement, vous voyez, c'est un petit peu plus mitigé parce que, voilà, ça dépend les publics qu'on a interrogés. Mais surtout, toute cette matière-là, elle va servir ce qu'on a commencé là il y a quelques semaines. On a lancé un dialogue compétitif. On a retenu 4 équipes de maîtrise d'œuvre qui maintenant vont travailler, puisque les services de la justice sont partis, pour la réhabilitation du palais. Et ça va nourrir le dialogue qu'on va avoir là sur le choix des usages qui seront faits demain au sein du palais. Et puis la troisième composante, je l'évoquais tout à l'heure, c'est l'idée d'un événement artistique et culturel. Et l'idée vraiment qu'on a, c'est comment la création contemporaine vient révéler notre patrimoine. Poitiers, c'est une ville très riche, mais qui n'est pas très connue de l'extérieur. Et l'idée vraiment avec cet événement et avec tout ce projet, c'est de révéler toutes ces richesses-là qui sont à portée de main. Et donc, on a mis en place un nouvel événement qui s'appelle Traversée, pour plein de raisons, mais vous avez déjà vu des images qui vous le guident. On a eu la chance d'avoir 2 directrices artistiques qui accompagnent la conception de cette édition, notamment Emma Lavigne, qui est la nouvelle présidente du Palais de Tokyo. Et l'idée vraiment, c'était d'inviter des artistes du monde entier à dialoguer avec le patrimoine, mais aussi avec les artistes du territoire. Dans l'idée d'une carte blanche, vous voyez, on a plus de 30 artistes d'ici et d'ailleurs qui sont invités et qui, par leurs œuvres, viennent révéler l'architecture des espaces publics et des édifices majeurs de Poitiers. On invite vraiment à un parcours dans la ville. Donc vous voyez cette salle des pas perdus avec une œuvre à l'intérieur, ou la tour Maubergeon avec des miroirs au sol, dans cette idée de complètement révéler l'architecture et le patrimoine de la ville. Encore quelques exemples. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec Traversée, avec cet événement donc artistique et culturel qui est complètement gratuit, avec une vingtaine de lieux, on permet aussi d'expérimenter une nouvelle manière de vivre la ville, de vivre le palais, parce qu'on traverse le palais à nouveau par une petite ruelle qui avait été fermée il y a une trentaine d'années. Aussi, on invite le public à être lui-même artiste et acteur des œuvres, puisqu'on a beaucoup d'œuvres, dont l'œuvre que vous voyez en bas, qui est une œuvre autour du textile et de la couture. Et en fait, l'artiste est venu et il a formé des habitants et des ambassadeurs pour qu'eux-mêmes viennent plusieurs fois par semaine
activer l'œuvre. Et puis on invite aussi à découvrir des lieux secrets de la ville. Donc on invite avec cet événement, encore une fois, à une nouvelle pratique de la ville. Ces fameux ambassadeurs, ça c'est intéressant parce que là aussi on est dans une donnée où on descend vraiment dans la vraie vie du lieu. Alors c'était qui ils sont venus comment? Ils ont joué quel rôle? Alors déjà, ils sont plus de 80, qui pour nous c'est assez étonnant d'avoir eu autant de monde qui depuis plusieurs semaines viennent à des réunions. Ils ont pu rencontrer les artistes en amont, ils ont pu visiter les coulisses et puis surtout ils participent eux-mêmes à la création des œuvres. Je le montrais tout à l'heure sur des œuvres plutôt d'art plastique, mais on a aussi des spectacles et notamment d'art de rue où on va construire un géant de 6 à 7 mètres de haut. Les ambassadeurs sont aussi des acteurs eux-mêmes de ce projet. Souvent c'était des gens qui avaient participé à la première étape que j'évoquais tout à l'heure sur les usages du palais. C'est vraiment des gens qui ont envie d'être moteurs et acteurs de ce projet qui va, s'il va au bout, mais vraiment bouleverser le territoire et bouleverser les usages de la ville. Donc dans la typologie, on a, je dirais, de tout. On a une famille, on a des retraités, on a des étudiants, pas mal de gens qui viennent de s'installer sur le territoire et qui ont envie d'être vraiment acteurs parce qu'en plus, ça leur permet de découvrir la ville et d'être ensemble. Les ambassadeurs nous disent, on aimerait tous les mois faire une auberge espagnole pour être ensemble et pour parler du projet, et notamment parce que, vous le voyez, ça marche très bien. Ça fait 3 semaines qu'on a ouvert l'événement. On a déjà plus de 40 000 entrées cumulées, ce qui pour nous est vraiment une grande surprise et une très belle surprise. Ça veut dire que des publics de Poitiers, mais aussi de l'extérieur, puisqu'on a eu pendant les vacances beaucoup de touristes, viennent découvrir Poitiers par le regard des artistes contemporains. Et en plus des ambassadeurs, on a eu une autre méthode de prise de température auprès du public. Absolument. Donc là, on est dans la deuxième phase d'accompagnement par l'ACET de la ville. Donc, comme le disait Hélène, il y a une première étape, il y a 2 ans, d'évaluation, notamment via des approches sondages auprès de 1000 personnes, échantillons représentatifs, etc. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans la phase d'appréciation et d'évaluation de l'événement par le public, in situ, et donc pour vraiment analyser le vécu, le ressenti, les différents types de parcours, ce qui est projeté, ce qui est attendu, et donc pour venir finalement, l'objectif étant toujours d'alimenter la réflexion, les orientations, pour bien calibrer aussi les futures éditions. Donc c'est vraiment là aussi qu'on est dans cette idée d'expérimentation pour nourrir le projet. Alors du coup, en termes de méthodologie, en 1 minute. En 1 minute, absolument. Je te promets, je vais faire 1 minute. Je sais tu sais faire. On est vraiment dans de la méthode hybride du type psychosociologique. Donc, on fait évidemment 2 périodes de terrain parce que ça dure 3 mois. Cet événement, je vous invite d'ailleurs tous à y aller parce que c'est tout simplement magnifique. Et il n'y a pas besoin d'être un amateur féru d'art contemporain pour finalement profiter et jouir de ce qui nous est donné à voir. Donc, on va en ville à 2 moments de terrain. On a commencé le week-end de l'ouverture. On positionne nos enquêteurs qui sont donc des enquêteurs avec une formation en psychosociologie et en fait on capte des gens dans la rue et on les interroge. Alors on a quelques photos juste derrière. On s'est mis à des endroits stratégiques, notamment bien sûr dans le Palais des Ducs, mais ailleurs, dans la rue, proche des équipements qui accueillent des œuvres, et on est vraiment également dans de l'observation. C'est important de ne pas être toujours sur du déclaratif, de recueillir évidemment la parole, c'est important, mais c'est aussi à travers le non-verbal, parce que les gens ne sont pas toujours en capacité finalement de conscientiser et de nous restituer, de formuler toujours de manière explicite leurs attentes. On va y retourner, mi-décembre, toujours sur des jours semaines, des jours week-ends, pour avoir le plus large public possible, et puis pour voir finalement comment cet événement il évolue dans le temps et comment il est apprécié et analysé dans le temps. Et donc l'idée étant ensuite courant janvier-février de faire une restitution, sachant qu'on va avoir également des acteurs publics et privés, c'est-à-dire grand public, je veux dire, et privés, les commerçants, les restaurateurs, les personnes qui travaillent dans le secteur de l'hôtellerie, où on a des retombées plutôt économiques, impact sur le chiffre d'affaires, etc., mais également toujours dans une visée qualitative, savoir comment finalement cet événement, ce qu'il apporte aussi aux acteurs économiques qui font la ville. Et quand on va y retourner, on veut vous y voir tous. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Et la suite, si vous voulez, dans le couloir.